Bonjour mes amis, je vous accueille aujourd'hui dans le webinaire numéro 102. Ça veut dire qu'on en a fait 101 avant. C'est quand même, ça fait beaucoup, hein. Je peux vous assurer que ça fait beaucoup. Le webinaire que j'anime donc cette fois-ci m'a été demandé par les participants, les gens, les abonnés de Le Marçon, pour faire une espèce de, on va dire, de point sur la situation en matière de langage de programmation, plus précisément en matière de nouveaux langages de programmation, parce qu'il y en a toujours des nouveaux, mais également d'essayer de réfléchir un peu, disons, au devenir du métier de programmeur, qui, de mon point de vue, je le dis tout de suite, hein, est un métier qui va disparaître. Parce que fondamentalement, quand on regarde bien les choses, sauf cas très particuliers, eh bien, il ne se justifie pas. Bon, ben, ça aura duré, disons, depuis la fin des années 50 jusqu'à maintenant, ça fait presque quand même 70 ou 80 ans, c'est quand même pas mal. Mais je crois qu'il va donc disparaître. Donc on va faire, oui, on va faire ce parallèle un petit peu entre les deux. Et puis, donc, de manière un petit peu à se préparer, hein, donc, à ce qui va donc se produire. Alors, donc, les nouveaux langages de programmation, et je vais donc partager, comme d'habitude, mon écran. Bien, qu'est-ce que nous allons donc suivre comme idée? D'abord, il y a énormément de langages, hein. Il y en a, on ne sait pas très bien, hein, mais en gros, il y en a 18 000. Alors, je vous signale que certaines des acétates, comme on dit donc au Québec, j'ai déjà eu l'occasion donc de les présenter. C'est simplement, elles ont été adaptées donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a des nouveaux besoins. Nouveaux besoins, hein, c'est bien les capteurs, hein, les IoT, c'est l'intelligence artificielle qui nécessite, si possible, des langages adaptés. Et puis, on prend aussi ça comme prétexte, hein, pour essayer de trouver quelque chose qui soit vraiment dédié à ces nouveaux besoins. On parlera de la mutation donc, du développement et on reviendra sur un point qui me paraît essentiel, parce que je l'avais déjà évoqué, c'est ce que j'appelle la faute originelle d'IBM. Parce qu'au fond, tout ça, c'est de la faute d'IBM. Si IBM n'avait pas, au moment du lancement de la série 360, donc en 1964, n'avait pas en même temps suggéré un compilateur COBOL qui allait arriver très peu de temps après, on ne se serait jamais mis à programmer, tout au moins pas de la même manière. C'est un métier quand même qui est un métier de prestataire et de constructeur à l'époque. Mais IBM a dit, ben voilà, mesdames, messieurs les utilisateurs, eh bien c'est à vous maintenant de développer vos machins, vos facturations, votre gestion de stock, etc. Et donc c'est à vous de faire ce travail. Et ça a commencé comme ça. Et alors ça a été le début, on peut dire que par moments ça n'a pas été évident du tout, mais le début d'une longue période où les utilisateurs, je parle en tant qu'utilisateurs, on va dire d'entreprises, se sont investis pour développer elles-mêmes du code, alors que je reste persuadé que ce n'est pas leur métier. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Est-ce qu'on aura donc besoin de programmeurs demain? Je n'y crois pas, mais je vais essayer d'argumenter donc sur ce point. On va regarder également quels sont les piliers du codage. Alors j'ai une petite animation de data statistique qui est absolument remarquable, qui montre un peu l'évolution des langages, le positionnement de ces langages en fonction du temps depuis l'année 1935, donc tout à fait au début, avec à l'époque l'assembleur, le COBOL, etc. Donc c'est intéressant de voir comment tout ça, ça a évolué pour arriver à la situation d'aujourd'hui où Python est en train donc de dominer donc de la tête et des épaules. Bon. Pourquoi donc des nouveaux langages? Donc on va cette fois-ci rentrer dans le détail, quelles sont les raisons, et certaines ne sont pas très avouables.
Vous savez, il arrive assez souvent que des chefs de projet ou que des directeurs de TI eh bien, se fassent plaisir. Et pendant la fin de semaine, le week-end, eh bien, ont lu un article sur un nouveau langage et ça leur a paru intéressant. Et badaboum, c'est parti, on va essayer de l'utiliser dans le cadre de l'entreprise. Donc ça, je ne crois pas que ça soit véritablement une motivation cohérente. Je rappellerai, j'aurai l'occasion de le dire, je rappellerai que ce qui compte, c'est l'adéquation entre le langage et le métier de l'entreprise. On ne fait pas ça pour se faire plaisir. Or, malheureusement, vous ne me contredirez pas, parce que ça arrive dans toutes les entreprises, il arrive quand même que quelques chefs de projet, faute de management ou faute d'interlocuteurs qui puissent leur dire c'est pas bien ce que vous faites, eh bien, se font plaisir. Et ça, c'est quand même pas une bonne chose. Mais il y a quand même des motivations qui sont cohérentes, hein, au moins pendant un certain temps, hein, disons dans les années qui viennent. Après, ça sera plus le cas. Alors, on parlera de quelques nouveaux langages et certains, on en a très peu entendu parler. Hein. Ce sera le cas donc de Bang, de Zig. Zig, on en parle pas mal quand même. Hein. Des langages comme Cobra. Alors Carbone, c'est un projet pour l'instant, mais il va arriver sur le marché dans pas très longtemps. Frink. Donc vous allez voir, donc, j'ai choisi 8 langages qui sont intéressants. Chacun, donc, dans leur domaine. Bon, on n'est pas obligé de se précipiter dessus, hein, mais en tout cas, ils sont quand même intéressants. Et si vous avez des problèmes qui correspondent, on va dire, au périmètre découvert par ces langages, bah, ça peut être intéressant de regarder donc, ce qu'il en est. Maintenant, quand on part sur un nouveau langage de programmation, il faut prendre des précautions. On n'y va pas comme ça, n'importe comment. Il faut prendre des précautions parce qu'on est dans une entreprise. Si c'est pour soi-même, là, il n'y a pas de problème, mais c'est pour l'entreprise. Et donc, je terminerai ma présentation par le fait que donc, la fonction codage, et ça c'est très important pour les ressources humaines, elle va disparaître. Elle va disparaître sous le coup de boutoir de l'intelligence artificielle, hein, qui est en train de progressivement. Alors, je vous ai fait d'ailleurs une liste, je vous ai fait un petit schéma avec tous les produits, quelques produits aujourd'hui qui existent, qui font, à partir d'algorithmes d'IA, qui vous font de la génération donc, de code. Alors, pour l'instant, ça fait rigoler, donc ça fait rire, pardon, un programmeur débutant, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Donc un jour viendra où on ne fera pas mieux que l'algorithme et donc progressivement il nous remplacera. Pour l'instant, ce n'est qu'un assistant. Bon. D'ailleurs, la génération du code, alors on en parle énormément dans les gazettes, c'est vrai, sauf que ce n'est pas encore un grand marché. Hein. Les chiffres, on indique maintenant à peu près, d'après Grandview Research, c'est 23 millions de dollars en 2003. C'est-à-dire une goutte d'eau. Et on attend en 2030 à peu près donc 92 millions. Quand on compare ça à d'autres domaines, évidemment, ce n'est pas grand-chose. Mais là, je parle spécifiquement de la génération du code. Et la génération du code assistée, bien sûr, et assurée par des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, 18 000 langages, alors ça, donc, c'est un schéma qui est extrêmement connu. Hein. Bon, ça sort tout le temps. Hein. Alors, il y a quelques langages qui me semblent importants et qui sont plus ou moins morts, pas tous, hein, mais qui sont plus ou moins morts. Bon, j'ai programmé autrefois donc en Algol, hein, avec la structuration du code begin-end. Au fond, c'était une manière de structurer du code comme on pourrait le faire avec une classe. Hein. Bon, y a pas, c'est un petit peu l'ancêtre, on va dire, donc de la structuration donc en classe. Basic, qui a eu un succès absolument étonnant et qui a été repris dans Visual Basic et visualbasic.net maintenant chez Microsoft, donc il n'est pas mort. Hein. Et il faut rappeler quand même Simula 67, qui a été le premier langage orienté objet qui avait introduit des notions telles que des coroutines, le moyen de faire on va dire, du développement donc simultané, on va dire, parce qu'on l'aura utilisé pour ça après, les notions de variables d'instance, donc les variables d'instance, les notions de classe, méthode. Alors, il n'y a pas eu énormément de développeurs avec Simula 67 et je crois qu'il n'y a plus personne qui s'en sert, mais ça remonte là à peu près, parce qu'il y a eu plusieurs versions donc, de Simula. Et quant à COBOL, j'aime bien le rappeler toujours, à COBOL, il n'est pas mort, hein, COBOL, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai.
Il y a encore énormément d'endroits. Mais je voudrais également rappeler, vous voyez sur cette image-là, vous voyez donc de programmeuses, de programmeurs, je ne sais plus très bien comment il faut dire maintenant, la programmation autrefois se faisait par les câbles. Il fallait brancher les câbles. C'était un truc complètement épouvantable. Hein, c'était avant l'assembleur, avant le langage machine. Hein. On câblait, donc on mettait des plots. C'était ça la programmation. Regardez à quel point ceci a donc évolué. Je ne connais pas beaucoup on va dire, de domaines de sciences ou de techniques qui ont évolué de cette manière. Maintenant, on est à une écriture de code extrêmement générique, c'est-à-dire qu'on est à un niveau d'altitude énorme, et finalement, on n'a plus tellement conscience du quoi et de la machine sur laquelle on fonctionne. C'est tout à fait étonnant. Et bon, c'est vrai que l'informatique a quand même a bouleversé donc notre monde, mais voilà, 18 000 langages aujourd'hui, c'est absolument donc considérable. Alors voilà donc ce schéma que je voulais vous montrer. Regardez bien, vous voyez, dans les années 65-66, vous voyez là en haut, j'espère que vous le voyez, que la vidéo passe bien, Fortran, langage donc scientifique, on va dire à l'usage général mais scientifique, COBOL, vous voyez, COBOL et Fortran, mais également l'assembleur. À l'époque, les utilisateurs, dont je rappelle quand même que ce n'était pas leur métier, eh bien, programmer des séquences importantes en assembleur. On a écrit des drivers en assembleur. Bon, c'est pas évident du tout. Hein. Alors, on voit un petit peu l'évolution avec le positionnement de Pascal, Lisp, Basic qui est monté beaucoup en puissance. Hein. Et bon, l'assembleur qui bien entendu lui donc a baissé, et puis Algol qui était donc utilisé. Là, on est dans les années donc 80. On voit que Pascal, à un moment donné, qu'on présente souvent comme étant donc un ancêtre, on va dire, des langages orientés objets, et qu'on enseignait beaucoup dans les universités, ne serait-ce que pour donner des bonnes pratiques, hein, c'était une bonne chose, hein, a été à un moment donné très utilisé donc dans les entreprises. Ada, c'était le langage de Jean Ishbia, qui était probablement l'un des langages les plus pertinents en matière de robustesse, de sécurité à l'exécution. Hein, et pas la compilation, à l'exécution. C'est un langage absolument génial qui a été conçu pour ça et qui a donc été utilisé après dans des environnements justement qui avaient besoin d'une certitude de fonctionnement. Donc des centrales nucléaires, des plateformes de forage pour le pétrole, etc. Bon, alors maintenant, ADA est encore utilisé par l'armée américaine. Donc vous voyez, on progresse, on est dans les années maintenant 95-96, vous voyez que le Fortran, tout ça, donc ça a beaucoup baissé. On voit arriver, monter en puissance de Delphi, qui est une espèce on va dire, un langage donc de Borland absolument remarquable. Hein. On compare souvent d'ailleurs à Visual Basic, mais il est meilleur que Visual Basic. Alors c'est un monde à part, hein. Il y a énormément donc d'applications au Québec par exemple, chez Hydro-Québec, à Trois-Rivières, il y a une centrale, eh bien il y avait, parce que maintenant c'est terminé, il y avait une équipe de développement qui était donc spécialisée donc en Delphi. D'ailleurs je précise au passage, c'est que elle était bien embêtée parce qu'elle avait l'impression de perdre de sa valeur marchande. Hein, puisqu'ils n'étaient pas sur un langage, on va dire, que tout le monde aurait pu pratiquer. Vraiment, c'était une niche. Vous voyez, là, on est en 2013. Vous voyez, monter Ruby, Swift, le langage d'Apple hein, pour le développement. Objective-C, alors en fait, Swift remplace un peu Objective-C. On voit arriver le C++, C# chez Microsoft, et puis Python. Hein, Python, donc de Guido van Rossum, qui maintenant arrive à la première place. Bon, on va pas. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu l'évolution de ces langages, mais au fond, on reste quand même dans des langages qui sont assez connus, ou tout au moins qui sont préconisés et qui sont sponsorisés. Pardonnez-moi, mes amis québécois de ce terme-là, qui sont sponsorisés donc. Qui sont sponsorisés par des grosses structures, hein, Google, etc. On ne voit pas
de tout petits langages, de rien du tout, si ce n'est peut-être Ruby. Ruby de Matsumoto, donc un japonais, qui a eu un succès fantastique, mais je crois que c'est surtout dû au fait que Ruby est un langage génial et que beaucoup de langages nouveaux d'aujourd'hui s'en inspirent très fortement. Bon, voilà donc un petit peu cette évolution. Ça nous permet de nous faire donc une idée. Nous sommes arrivés donc en 2024 et je vais vous donner un peu plus loin donc le positionnement actuel, on va dire, de ces langages. Donc alors, avec nouveaux besoins, donc on va dire nouveau langage. Bon. Alors, il y a des domaines nouveaux actuellement, donc, que l'on a eu l'occasion donc d'évoquer dans de nombreux webinaires, hein, et qui ont donc besoin de compétences spécifiques. Mais je crois que ce n'est pas uniquement des compétences de codage, c'est surtout des compétences du métier. Hein. Les gens qui font de la mécanique quantique et qui vont coder avec un langage orienté donc mécanique quantique, s'ils ne comprennent rien à la mécanique quantique, à mon avis, ils auront des difficultés. Bon, alors, les IoT, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Les IoT, c'est-à-dire les objets, les capteurs, c'est-à-dire ces petites bêtes électroniques qui sont en train d'envahir le monde de notre TI. On va en trouver, donc, on l'a dit, à peu près 100 milliards hein, dans quelques années. Il y en aura partout, dans les usines, dans les bureaux, sur nous, à l'intérieur du corps, dans le téléphone, il y en aura partout. Eh bien, les IoT, très curieusement, induisent. Alors, vous avez des langages qui sont donc dédiés au traitement donc, de ces capteurs, mais la mise en œuvre de ces langages est souvent caractérisée par un retour aux sources. C'est-à-dire que quand on va coder sur des IoT, des capteurs, on aura besoin de faire de l'économie de mémoire. On aura besoin de faire attention sur la façon dont on sollicite une interface de communication. En matière de stockage, on devra s'intéresser à ce qu'était et ce qu'est toujours un fichier. Maintenant, on ne s'y intéresse plus, c'est quelque chose de complètement transparent, mais les capteurs qui vont stocker donc, des éléments, il faudra bien donc pouvoir traiter par programmation la gestion donc, de fichiers. Donc des choses qui sont nouvelles avec un codage donc, de bas niveau. Alors, vous avez remarqué, ce qui est très étonnant en ce moment, c'est qu'il y a un mouvement vers des langages très importants, hein, préconisés par les grands noms, mais qui sont de bas niveau, c'est-à-dire très proches de la machine. Et c'est le cas, par exemple, de Rust. Rust, qui est un langage qui actuellement fait un malheur et qui a pour, on va dire, objectif ou peut-être prétention de remplacer le C, hein, le C qui était le langage le plus proche de la machine. Je ne parle pas d'assembleur ici, hein, on parle de langage évolué. Et donc, c'est une véritable caractéristique, c'est vraiment, on revient aux sources, on revient finalement à des méthodes et à des techniques de programmation que l'on a connues, on va dire, dans les années 80-90. Évidemment, il y a l'intelligence artificielle. Alors, nous venons de publier d'ailleurs un dossier sur le fait qu'on a quand même besoin d'un niveau suffisant en mathématiques. Mais je prétends, alors je me fais insulter quand je dis ça, c'est pas grave, mais je prétends que ce niveau dont on a besoin, nous, dans le TI, pour traiter des applications d'intelligence artificielle, il est pas élevé, ce niveau, et que ce n'est pas très compliqué. Je pense que savoir ce que c'est qu'une distribution statistique, même si ça porte des noms un peu compliqués, hein, la courbe de Gauss, etc., c'est pas difficile. Ce que c'est qu'une matrice, c'est quand même pas compliqué. Alors on apprend des choses, que c'est qu'un déterminant, etc. On en a parlé donc il n'y a pas longtemps quand on a parlé de mathématiques aujourd'hui, et je pense que ce niveau est assez facile à accéder. Mais il paraît qu'il y a des gens qui se disent absolument allergiques aux mathématiques, et je prétends que c'est pas vrai. Je prétends que c'est pas vrai. Pour avoir enseigné moi-même les mathématiques un temps, je pense que c'est une manière de présenter les choses. Et pour moi, les mathématiques, c'est on va dire, une élégance du raisonnement. Bon. On a également les architectures distribuées, alors que vous allez trouver, par exemple, dans les microservices, hein, des services élémentaires qui font beaucoup de bruit actuellement. Et puis dans la blockchain, qui est au fond une application donc d'une vérité qui est distribuée avec un certain nombre donc, de participants. Là encore, ça nécessite quand même des langages nouveaux. La science des données, alors la science des données, elle va de plus en plus maintenant vers les utilisateurs.
Les utilisateurs, et je vous dirai un peu plus loin que ce qui va se passer, c'est que 80% du code va être repris dans quelque temps par les prestataires, les professionnels, hein, les entreprises externes. Il nous restera donc dans les entreprises que à peu près 20%, et dans ces 20%, il y aura justement la science des données que l'on pourra traiter avec des langages assez simple, hein, comme ce qu'on appellera le low-code. Encore, il ne faut pas trop faire d'illusions sur la simplicité du low-code, mais également du no-code, où là, on va coder sans véritablement écrire donc, du code. Il y a les applications de robotique, mais bon, là, on est quand même dans une branche de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a donc des technologies plus innovantes, la mécanique quantique. Hein, encore une fois, c'est quelque chose de complexe, hein, la mécanique quantique. Et puis, la programmation des drones, ce que j'avais donc évoqué un certain temps. Ces langages nouveaux, vous comprenez, c'est une respiration nouvelle pour les programmeurs. C'est un moyen d'aborder donc de nouveaux, on va dire, de nouveaux domaines, hein, et ça va, on va dire, ça va satisfaire la curiosité, l'intérêt donc des développeurs. Et parce que c'est vrai, ce sont des gens qui assez souvent sont très curieux de ce qui se fait un peu partout, hein, dans la mesure où peut-être que programmer la livraison avec un drone donc d'un paquet quelque part, c'est plus rigolo, c'est plus amusant à développer qu'une facturation ou une gestion de stock. Hein. Donc il y a un côté un petit peu fun là-dedans, avec ces nouveaux besoins qui correspondent donc à des nouveaux langages, et donc on a bon ça nous fait donc on va dire plaisir. Bon, donc à nouveaux besoins, donc on va dire nouveaux langages. Alors la mutation du développement, hein, je vous ai dit tout à l'heure que à la fois, vous avez 18 000 langages, mais en même temps, vous avez des nouveaux langages qui apparaissent tout le temps. Et puis, vous avez quand même un développement qui est en train de muter d'une manière assez particulière. Le monde du développement, donc, a profondément changé. Je pense que les raisons derrière tout ça, d'ailleurs, on les retrouve dans les nouveaux langages, c'est d'abord le développement de l'objet et les API ouvertes, les API. Actuellement, beaucoup de voix s'élèvent contre, on va dire, l'impérialisme de l'objet. On dit qu'au fond, à cause de ça, on a perdu beaucoup de temps. Alors, c'est vrai que les ancêtres, tout à l'heure, on évoquait donc le cas de Simula, mais on a évoqué également le langage donc Smalltalk chez Xerox, hein, qui ont été un petit peu les précurseurs. Après ça, on s'est précipité vers le développement objet, et beaucoup de voix s'élèvent contre ça parce qu'on dit qu'on ne maîtrise pas toujours bien la programmation objet. Hein, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un polymorphisme, ce que c'est qu'un héritage, surtout l'héritage. Hein. Et donc, vous voyez, peut-être que ça a fait aussi beaucoup de mal. Alors, il y a des voix donc, qui s'élèvent contre ça. Mais bon, c'est l'open source, évidemment. L'open source, c'est qu'on ne programme plus pour Monsieur Microsoft, ni pour Madame Google, mais par contre, on programme parce qu'on est dans une communauté et que ça nous amuse. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de dire que pour avoir participé donc, à des développements spécifiques dans une communauté open source, vous savez, on retrouve à peu près les mêmes, on va dire, les mêmes égos hein, qu'il faut satisfaire. Bon, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est vrai que financièrement, bon, c'est peut-être un petit peu plus simple. On a vu arriver donc une nouvelle génération, j'insiste toujours sur ce plan-là parce que c'est essentiel, une nouvelle génération donc on va dire de développeurs. Hein. Donc c'était Van Rossum avec Python, c'était Matsumoto donc avec Ruby qui, de mon point de vue, était le langage le plus brillant, mais c'est également Edgeberg donc pour C#, hein, c'est Microsoft, et qui ont fait des choses, on va dire d'une manière libre. Hein, et je pense entre autres à Guido van Rossum et Python. À une époque, on est quand même dans les années 90, hein, à peu près au milieu des années 90, alors que des langages comme Java, pareil, qui est sorti à peu près donc chez Gosling et chez Sun à peu près au début, même chose, hein, à peu près dans les années 92-93, eh bien, par contre, à Java, lui, respectait les canons, les axiomes de la programmation objet. Avec Python, on se débarrasse des parenthèses, vous voyez, on fait du typage dynamique, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la meilleure des choses, hein, du point de vue sécurité. Ils étaient beaucoup plus libres. Matsumoto était quelqu'un de particulièrement libre.
Alors, on l'appelle Max sur les forums. Bon, c'est quelqu'un d'ailleurs de très intéressant et de très accessible. Bon, et voyez, alors, et puis les nouveaux besoins donc, que l'on a évoqués. Alors, il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui apparaissent, qui améliorent le codage. Alors, ça va être la généricité, c'est la simultanéité du codage maintenant, c'est bon, les acteurs, la théorie des acteurs, ce qu'on oppose souvent d'ailleurs à l'objet lui-même, une autre façon de faire. Vous voyez, des technologies, par exemple, pour satisfaire un grand nombre de sollicitations sur un site web, comme aurait pu le faire Node, mais maintenant on a d'autres techniques qui permettent donc d'améliorer ça. Bon, c'est donc, on voit apparaître beaucoup de choses, avec, de mon point de vue, quatre domaines d'innovation donc, qui me paraissent particulièrement structurants. C'est d'abord la structure des données, qui a beaucoup évolué. C'est le typage des données, ne pas confondre la structure avec le typage. C'est les techniques de programmation, bien entendu, mais également donc l'arrivée de nouveaux langages, ce pourquoi je suis là donc aujourd'hui. Bon, je mets toujours cette illustration parce qu'elle m'amuse beaucoup, c'est qui est attribuée donc à Bill Gates, qui dit que, en parlant du livre donc de Knut sur l'art de la programmation, donc des ordinateurs, il dit si vous arrivez à le lire, c'est que vous êtes un bon programmeur. Et c'est vrai que c'est pas forcément d'une évidence absolue. Bon. Alors, donc je viens maintenant sur la fameuse faute originelle donc d'IBM. Moi, je suis convaincu que c'était une erreur. Parce que notre rôle en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on devrait se limiter à l'expression des besoins. Alors, l'expression des besoins, que l'on peut modéliser par un langage de modélisation, un langage formel, tel que peut l'être par exemple UML ou BPMN, des choses comme ça, ou alors avec, on peut dire, avec un pseudocode. Mais je ne vois pas pourquoi je serais obligé d'entrer dans la connaissance d'un compilateur, voire même d'une machine. Je suis pharmacien ou je suis pétrolier. C'est pas mon problème, ça. Si vous me posez des questions sur ce que c'est qu'un géophone pour faire des forages de la sismique, je saurais dire. Mais ne me demandez pas la connaissance sur les caractéristiques d'un compilateur. Or, c'est ça qui s'est passé. IBM s'est défaussé en disant, voilà, c'est vous les clients qui allez vous débrouiller donc maintenant. Bon. Moi, je prétends que ce n'est pas à nous de nous préoccuper des différences qu'il peut y avoir entre des compilateurs objets, fonctionnels, savoir ce que c'est qu'un langage impératif ou déclaratif ou réactif. C'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de savoir quelle est la distance que je dois mettre entre deux géophones, hydrophones, quand ça se situe en mer. Vous voyez, c'est ça mon problème. Et qu'est-ce que je veux mettre dans mon géophone? Eh bien, qu'est-ce que je vais lui demander de faire? Peut-être un pré-traitement, mais que je vais exprimer, non pas avec les caractéristiques propres au processeur qui se trouve dans le géophone, mais en fonction de moi qui suis dans mon métier. Donc ça, c'était une erreur. Bon. On a fait en fait la prise en compte des problèmes techniques un objectif, alors que pour nous, moi je prétends que ça n'en est pas un. À partir de 64, donc, le monde entier se sont mis à programmer comme ça. Alors, c'était du COBOL avec Mrs. Grace Hopper, donc, qui un peu plus tard, elle n'était pas chez IBM, mais elle travaillait pour l'armée américaine, mais le premier compilateur COBOL donc, vient de chez elle, et on s'est mis à perforer des cartes pour les représenter. Pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir avec mon métier. Donc, on avait des ateliers de perforatrices, vérificatrices de cartes. Vous voyez, et quand vous aviez un programme qui faisait 10 000 lignes, 10 000 cartes, et que vous preniez le pied dans l'escalier, et que vous aviez vos cartes qui étaient mélangées par terre, vous mettiez 6 mois pour arriver à les réordonner. Donc, ce n'était pas notre métier. Vous voyez, moi, je pense que c'était une faute qu'on continue donc à payer aujourd'hui. Alors, actuellement, on dira qu'il y a 5 familles donc, de développeurs, ce qui va changer dans le futur. Il y a donc
des langages proches de la machine, c'est l'assembleur, le C, et je l'ai dit tout à l'heure avec un retour en force donc de Rust. Hein. Vous avez des langages scripts et déclaratifs, on dit ce que l'on veut faire, mais on ne dit pas comment on va le faire, qui là est assez bien maîtrisé par les utilisateurs, et ce qui est le plus connu, c'est HTML donc, et SQL pour les bases de données. C'est les langages objets et fonctionnels d'ailleurs qui actuellement ont du plomb dans l'aile, parce que on s'aperçoit qu'au fond, même s'il y a des concepts dedans qui sont très intéressants, par exemple l'immutabilité, c'est pas forcément adapté à tout. Hein. Bon, un petit peu de réticence actuellement qui se fait jour. Les langages, donc low-code et no-code, et puis des langages proches du métier, car c'était surtout ça l'intérêt. COBOL, d'une certaine manière, était une formulation qui n'était pas très étrangère au métier. Et les fameux langages de quatrième génération, tels que Power Builder, par exemple, utilisés donc, encore aujourd'hui, hein, sont très proches des clients. Et donc, les utilisateurs se sentent assez à l'aise, finalement, avec ça. Mais ça ne leur empêche pas qu'ils doivent tout de même, on va dire, tout de même s'investir pour connaître la manière de mettre en œuvre ces langages. Alors, ce ne sont pas les mêmes populations. Hein. Je pense qu'il y a du 80-20 là-dedans, 80 chez les prestataires externes dans le futur, et puis 20% donc, qui resteront donc chez nous. Alors, est-ce qu'on a encore besoin donc de programmeurs? Moi, je vous dis, je suis convaincu que l'intelligence artificielle va jouer donc un rôle majeur, mais pendant longtemps, ce ne sera pas pour les remplacer, mais par contre pour les aider. D'ores et déjà, aujourd'hui, en 2024, la moitié des développeurs interrogés se font déjà aider par des assistants d'intelligence artificielle sans revenir à des concepts un peu plus anciens, sans intelligence artificielle, mais qui étaient déjà une espèce d'assistance. Hein. Bon. Si vous voulez, aujourd'hui, à partir d'un modèle dont j'aurais souhaité qu'il soit modélisé, mais malheureusement, toujours la même chose. Beaucoup de gens se sentent, on va dire, incompatibles avec une formulation abstraite qui est celle d'un langage formel comme l'UML. Moi, je prétends que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est qu'on n'a pas fait l'effort pour représenter ces choses-là de cette manière. Bon, donc, moi, je pense qu'on pourrait partir d'une description textuelle, d'une description modélisée, et puis l'IA va nous proposer un temps, un brouillon. Elle dit voilà, moi je génère, voilà, pour traiter ce problème-là, voilà comment je le ferai. Et après, bon, ben, nous, on va arriver, on va dire, oh, ben non, il vaut mieux faire ceci et faire cela, parce que pour l'instant, nous sommes encore supérieurs à l'algorithmique de IA pour le codage. Pour l'instant, ça ne durera pas, mais pour l'instant, c'est encore le cas. Mais on a d'autres manières donc, de se faire aider. Hein. Par exemple, l'assistance à la saisie qui existe depuis longtemps. Hein. L'autocomplétion, on suggère des noms de variables, le nom d'une fonction, d'une méthode ou d'une classe, hein, à partir des premiers caractères tapés. Bon, au fond, c'est quoi? C'est une espèce d'aide grammaticale que l'on pourrait avoir quand on tape un texte. On tape un texte qui, là, en l'occurrence, est un texte donc, de programme. Bon. On a aussi des outils qui sont beaucoup développés, qui sont des outils d'analyse du code, avec l'analyse de base, où là on fait une introspection linéaire, comme le ferait un correcteur orthographique, hein, pour signaler donc les erreurs les plus frappantes. Hein. Mais on peut aussi faire on va dire une analyse très avancée, où là on extrait des informations du code, des valeurs possibles de variables, des chemins d'exécution, pour en déduire donc des anomalies potentielles. Et ça, c'est très intéressant. Mais bon, avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça s'améliore encore plus. Mais bon, donc moi, je suis convaincu que les besoins, donc c'est ça que devraient entendre donc les ressources humaines, les besoins en ressources de codage, elles vont diminuer donc dans les entreprises. Entre 2025, je vous le disais tout à l'heure, et 2040, 80% du codage sera assuré par des prestataires externes. C'est une certitude. Et puis donc, je vous ai dit, les 20% restants concerneront donc les deux extrêmes du métier, le très basique et le très expert. Entre les deux, on aura donc les prestataires. Et je crois que les équipes de développement des grandes entreprises, en tout au moins, en programmation, vont devoir être restructurées. Et je pense que les ressources humaines devraient le faire dès maintenant et pas attendre le dernier jour. Parce que si elles le font, il y aura des traumatismes.
et des traumatismes forts. Donc, il faut s'en préoccuper donc, dès maintenant. Alors, je vous ai mis ici sur ce schéma, on va dire, un certain nombre d'assistants au codage, une dizaine à peu près, hein, qui existent aujourd'hui et dont vous pouvez vous servir pour vous faire aider. Hein. Alors, il y a le copilote de GitHub, OpenAI, donc il va vous. Alors, tous ne génèrent pas du code. Hein. Donc, lui, il va vous générer du code. Vous avez Ask Cody qui, lui, génère du code. Alors, ça peut être du Java, du Python, du TypeScript, qui est une espèce de, on va dire, de surcouche donc de JavaScript. Il vous génère donc du Rust, du Ruby. Il y a Cody. Alors là, Cody, il ne vous génère pas du code, mais c'est un système de réponse à des questions qui concernent donc le code, avec des résumés, par exemple, de blocs de code. Vous avez Codica qui est plutôt orienté vers, on va dire, la qualité des données. Vous avez Android Studio, ça c'est pour les applications donc mobiles d'Android de chez Google, qui est un générateur de code à partir d'une expression en langage naturel. Vous avez alors Tab9, qui est donc un générateur de code de très très bonne qualité. Vous avez Codium, lui plutôt orienté vers la gestion des tests. Vous avez vous avez Replit, etc. Donc, vous voyez, le nombre, on va dire, d'assistants, il a doublé à peu près donc en 6 mois. Et dans 6 mois, il aura encore doublé. Donc, il commence à y en avoir beaucoup. La plupart sont des outils qui sont de type open source. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez également des produits qui sont proposés par des grands noms aujourd'hui. Donc, ça monte beaucoup. En général, donc, ils sont compatibles avec une ou plusieurs plateformes donc, de développement, entre autres donc, Visual Studio ou les plateformes donc, Java. Mais attention, ce n'est pas systématique. Et un outil d'assistance comme ça n'est pas forcément compatible avec la plateforme IDE, plateforme de développement que vous avez chez vous. Alors, la qualité de la génération, pour les outils qui font de la génération, mon point de vue, elle n'est pas extraordinaire, mais à mon avis, elle pourra s'améliorer. Et je l'ai dit, elle a déjà envahi la moitié donc, des équipes de développement. Et ça bouge à la vitesse grand V, hein, donc surtout pour la partie, on va dire, génération du code. Alors, ce schéma, j'avais eu l'occasion déjà de le montrer, mais à mon avis, il a sa place dans cette présentation aujourd'hui. J'avais essayé de répartir un petit peu ce qui devrait nous rester entre le développement externe et le développement interne. Alors, j'ai pris 6 domaines. Hein, ici, vous avez les applications centrales, anciennement, on va dire, sur les mainframes, hein, le gros batch, le gros transactionnel. Il nous restera que 20 à 30% donc, du développement. Et l'essentiel se fera donc à l'extérieur, à peu près à 70%. Pour les applications jetables, applications donc à faible, on va dire, durée de vie, par exemple des petits sites web, hein, temporaires et éphémères, là par contre, ça nous concerne. 90%, et même les équipes de communication, qui sont pourtant pas réputées pour leurs compétences en TI, elles ont d'autres compétences, hein, eh bien, sont capables de prendre ça en charge, et 10% en externe. La fameuse transformation numérique, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est un voyage et non pas un but, là, on dit que c'est pas un problème interne, ou 20-30% également, et 70 et 80% extérieur. Les nouveaux concepts, alors là, c'est du 50-50, c'est ce que j'avais indiqué tout à l'heure, hein, 50-50, pourquoi? Parce que on a trop besoin de compétences très particulières dans des domaines très pointus pour pouvoir confier ça donc, à des prestataires externes qui n'ont pas cette compétence. Moi, j'ai fait beaucoup de sismique dans ma vie. Je n'ai pas été ébloui par la compétence des prestataires qui prétendaient pourtant connaître bien les algorithmes de sismique. Vous voyez, donc, bon, je crois qu'il y a une grande partie qui va donc rester. Et donc, les capteurs, alors, vous voyez, pareil, 20% en interne et 80% en externe. Pourquoi? C'est pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, à savoir, on revient à des concepts anciens. Donc là, c'est du codage compliqué. Une gestion de fichiers, c'est pas simple. Vous voyez, éventuellement coder en assembleur, c'est spécial quand même. Hein. C'est amusant, mais c'est spécial. Vous voyez, donc là, on va plutôt par facilité, on va plutôt confier ça donc à l'extérieur. Voilà donc un ABAC qui permet de voir à peu près, en gros, où on va. Vous avez ici les grandes familles donc, de langages aujourd'hui tels qu'ils existent
Alors, j'ai regroupé ça, donc, on va dire, en back-end, vous voyez, donc vous avez les mathématiques ici, quels sont les langages sont utilisables. Bon, celui-là, je vous l'avais montré, hein, les mobiles, les IoT, la science des données, l'intelligence artificielle. Voilà, donc on voit à peu près donc, comment ça se répartit, tout ça. Alors, on n'est pas obligé de tout connaître, hein, mais il y en a quand même. Mais vous remarquerez, vous voyez une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas tellement de langage de débutants, de langage un peu confidentiel, ouais. Pas trop. On reste quand même dans on va dire, dans des grands boulevards. On ne prend pas de risque, vous voyez, trop important là-dedans. Donc, vous avez ici une répartition, ça peut vous être utile si vous êtes concerné par ces problématiques. Actuellement, donc, alors l'opposition, c'était en mars 2024. Alors, comme ça change tous les mois, je ne vais pas recommencer à chaque fois. En mars 2024, c'est l'indice Tiobi qui est basé sur le nombre de consultations vous voyez, sur les réseaux sociaux, si on trouve Python, c'est plus 1. Si on trouve Java, c'est plus 1. Et en fonction de ça, on voit à peu près la popularité. Il y a d'autres façons donc d'évaluer cette popularité. Bon, eh bien, Python aujourd'hui est vraiment monté en flèche. Euh, c'est tout à fait étonnant. En intelligence artificielle, on ne développe qu'en Python. Tous les algorithmes sont développés en Python. Et pourtant, Python n'a pas que des avantages. Par exemple, la vitesse d'exécution. Or, il y a quand même pas mal d'algorithmes en intelligence artificielle qui ont besoin de puissance et de rapidité. Et là, je ne suis pas certain que Python soit le mieux adapté, vous voyez. Mais c'est comme ça. Maintenant, la doxa, c'est que Python, il faut connaître Python. Alors, c'est vrai que ce n'est pas compliqué. Pour quelqu'un qui a développé, déjà, ce n'est pas difficile. Vous avez le C qui est derrière. Le C, donc, il y a, je ne sais pas combien d'années derrière lui, qui est absolument incroyable. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont déjà été écrites en C et qui sont proches des machines. Et donc, on a besoin de compétences dans ce domaine parce que le code qui est produit, il n'est pas forcément des plus lisibles et compréhensibles. Donc, on ne peut pas comme ça tout mettre à la poubelle et passer à autre chose. Ça, c'est pas possible. Donc, C reste, alors, vous direz, selon les mois, hein, C deuxième ou troisième, on voit derrière. Là aussi, c'est très variable. C++, qui est un langage épouvantable, compliqué, mais très puissant. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est un langage de Stroop, vraiment un langage complexe, hein, et j'allais dire dangereux, mais il est très performant. Et donc, il reste encore aujourd'hui donc positionné ici en numéro 3. Le Java, pareil, très bien placé. VBNet, vous avez, tiens, il lui manque une barrette à VBNet, il vient juste derrière JavaScript. Alors, JavaScript, ce qui m'étonne, peut-être que tout le monde connaît les mécanismes de JavaScript, mais il n'y a pas beaucoup de demandes dans les réseaux sociaux concernant JavaScript. Et pourtant, du JavaScript, vous l'avez partout. Dès que vous faites du web et que vous avez un client, vous avez du JavaScript dedans, ou du TypeScript, oui. Tout ça, c'est à peu près donc la même chose. SQL, un langage déclaratif, donc qui reste très important pour les bases de données. Go, langage Go, qui est très apprécié parce que c'est un langage qui est bien conçu. Et puis, vous avez des langages comme Scratch, Visual Basic, etc. Alors ça, vous pouvez trouver la mise à jour, on va dire, de ce schéma tous les mois. Il suffit de consulter donc l'indice Tiobi qui est accessible donc sur Internet. Alors, pourquoi les nouveaux langages? Alors, on a beaucoup parlé donc de ce qui existe aujourd'hui. Alors, j'ai essayé un petit peu de résumer quelles sont les motivations qu'il y a pour ces nouveaux langages. D'abord, c'est pour accéder des fois à de nouvelles formes de codage puissantes et nouvelles. J'évoquais par exemple tout à l'heure le cas de JavaScript et de TypeScript. En JavaScript, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Par contre, vous avez, en TypeScript, vous pouvez les faire et vous pouvez générer du code JavaScript. Ce qui veut dire qu'un problème que vous ne pouvez pas résoudre en JavaScript, vous pouvez le résoudre avec, avec TypeScript ou CoffeeScript, hein, ou les équivalents. Hein. Ça s'appelle des transpilers, donc des outils comme ça. Et donc, on y accède, on accède à des fonctions nouvelles et souvent très puissantes dont on n'aurait pas eu l'usage, plutôt moins la possibilité d'usage jusqu'à maintenant. Les besoins nouveaux, on a parlé d'intelligence artificielle, mais aussi donc du web.
Aujourd'hui, les besoins de web sont absolument colossaux et ne sont pas faciles à traiter, en particulier en termes de sécurité et de performance. Mais il y a aussi donc la concurrence et le parallélisme. Maintenant, avec les processeurs, on va dire la dichotomie qu'il y a entre les processeurs de type graphique comme les GPU et puis les processeurs à usage général, eh bien, on peut maintenant au moins répartir entre ces deux familles, mais on peut aussi répartir si vous avez 40 processeurs, 40 cœurs, on appelle ça des cores, hein, des cœurs, eh bien, on peut répartir, mais la première programmation pour répartir du code intelligemment et assurer la simultanéité des traitements sans mettre le pataquès dedans, ce n'est pas quelque chose de toujours très très simple. Bon. Parce que les machines et les environnements de développement, ils sont tellement performants qu'on se dit, ça serait dommage de ne pas les utiliser. Hein. C'est vrai qu'il y a des plateformes, quand on voit ce qu'on peut faire aujourd'hui, entre autres en particulier dans le monde Java, quand même assez étonnant. Donc on voit apparaître des plateformes aujourd'hui nouvelles, assez extraordinaires, quand on veut s'améliorer. Il y a des choses que je ne maîtrise pas bien. Par exemple, mon code n'est pas très expressif. Il faudrait que je puisse coder d'une manière plus expressive, donc améliorer mon expressivité, voyez, ou la sûreté. Et je ne suis pas suffisamment imprégné des contraintes sécuritaires qui sont les miennes, et donc je voudrais pouvoir donc m'améliorer également. Ou alors, en termes de rapidité, ce qui rejoint un peu, au fond, les notions donc, de concurrence et de simultanéité que l'on vient d'évoquer, je cherche à m'améliorer. Et pour m'améliorer, peut-être ai-je besoin d'un langage nouveau qui peut-être me donnera seulement des idées, ou alors je pourrais basculer certaines applications donc dessus. On veut aussi bénéficier de l'abstraction des nouveaux langages. Et ça, c'est une vraie caractéristique. On le voit avec le fonctionnel, hein, avec l'objet évidemment. Mais les langages, beaucoup de langages nouveaux aujourd'hui sont vraiment à très haute altitude. Hein. Et donc, on n'est vraiment pas près des machines et des réseaux. Et c'est un moyen, quelque part, de gommer, on va dire, l'hétérogénéité, la complexité et les caractéristiques des machines sur lesquelles je travaille. C'est nécessaire, par exemple, dans des environnements où vous avez un réseau avec différents nœuds, mais les nœuds ne sont pas équipés par une même machine. Si vous voulez écrire du code spécifique pour chacun des nœuds, en 2340, vous y serez encore. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des langages qui soient suffisamment hauts du point de vue altitude pour être compilables et adaptables donc à ces différents nœuds du réseau. Donc c'est vraiment une tendance du moment. Et on voit arriver donc des langages nouveaux qui sont assez caractéristiques, donc on va dire de ce point de vue-là. On veut aussi des fois se donner de bonne conscience. Et peut-être qu'on code un peu d'une manière anormale. Hein. Alors autrefois, on avait les problèmes avec la gestion des pointeurs. Alors maintenant, bon, c'est plus tout à fait ça. Voilà, la gestion des nuls en objet, vous savez, NU2L. Maintenant, c'est encore différent. C'est-à-dire qu'on a des bonnes pratiques et peut-être qu'on n'est pas très bon. Hein, on code d'une manière qui n'est pas satisfaisante et donc avec un nouveau langage, peut-être, je pense à Ruby par exemple, on aura peut-être un moyen de se conformer à des meilleures pratiques. Quand on veut améliorer notre culture générale et ne pas paraître idiot lors de la prochaine réunion des développeurs du TI, hein, eux, ils parlent de choses auxquelles je ne comprends rien. Moi, je veux améliorer ma culture générale. Donc, peut-être que je vais avoir intérêt à m'intéresser, je m'intéresserai donc à ces nouveaux langages. Pour aborder certains problèmes avec un œil nouveau, entre autres la concurrence et la simultanéité, bon, si une promotion dans mon entreprise, on a dit, ben, vous allez être promu et vous allez diriger une équipe de développeurs avec 6 développeurs bon, qui ont telles caractéristiques. Si vous ne connaissez rien à ces caractéristiques et les langages qui sont pratiqués, ça va poser des problèmes, hein, ça va poser des gros problèmes. Donc, ne serait-ce que pour se mettre donc à niveau. Et parce que les développeurs, je pense que c'est la vraie raison, eh ben, ils sont à moitié fous. Ils sont à moitié fous dans la grande tradition. Hein. Ils ne travaillent pas, je l'ai déjà dit, 7 heures ou 8 heures par jour, mais ils travaillent 24 heures par jour, même la nuit en rêvant. C'est une population très spéciale, brillante souvent, mais qui ne s'arrête pas. Vous ne pouvez pas demander à un développeur de s'arrêter de penser à son programme lorsqu'il va prendre le métro, pas possible. Ils sont à moitié fous, donc eux sont curieux.
Et ils ont envie de regarder ce qui se fait ailleurs, comment on fait ailleurs. Ouais, c'est par intérêt personnel, c'est vrai, mais parce qu'ils sont des gens extrêmement curieux. Voilà, c'est une caractéristique que l'on connaît bien. Donc, pourquoi ces nouveaux langages? Ce qui fait leur succès de ces nouveaux langages. Alors, il y a un certain nombre de raisons. Pourquoi tel langage nouveau a un peu de succès? Hein, on l'a vu tout à l'heure qu'en général, en fait, il n'y en a pas énormément qui franchissent donc le Rubicon. Hein. Alors, souvent, ce sont des langages qui ont un cœur qui est connu déjà, et en particulier donc du C ou du Java. Et c'est au fond des extensions, mais il y a un cœur qui est bien connu. Donc, on n'a pas l'impression de découvrir quelque chose donc de nouveau. Hein. Par contre, si on s'éloigne, comme je l'indique ici, avec des langages fonctionnels, par exemple, alors là, ou alors même certains langages maintenant associés donc à la mécanique quantique, on commence à avoir quelques difficultés. Si on s'éloigne un peu, c'est vrai, le processus, on va dire, sera beaucoup plus difficile. Alors, beaucoup de langages sont issus, donc alors la proportion, on ne la connaît pas, mais elle est très importante, sont issus donc de communautés donc open source, hein, comme, bon, parce que les développeurs, qui sont des gens assez indépendants, et fous, mais fous dans le bon sens du terme, hein, se méfient des langages mono-éditeurs. Quand un langage n'est que chez Microsoft ou que chez Google, c'est dangereux. Et puis on n'aime pas ça. Les développeurs sont des gens qui souvent sont libres dans leur tête. Et donc, ils n'ont pas envie d'être tenus par une laisse, ne serait-ce que pour pouvoir changer d'entreprise le jour où ils auront donc envie de le faire. Voilà. Donc, souvent, on trouve également donc, des langages de niche. Alors, on trouve voyez, donc, un langage pour la mécanique quantique, pour les drones, pour des tas de besoins nouveaux. Les langages à usage général, hein, comme on le disait autrefois, sont de plus en plus rares, mais il y en a encore. Il y a encore des équipes de développement dans les universités, par exemple, qui ont développé les successeurs de PL1 ou de COBOL, encore que COBOL ne soit pas à usage tout à fait général, mais des langages qui permettent de tout faire. Hein, bon. C'est aussi l'appui des frameworks et des API populaires. Hein. On a souvent pris l'exemple de Ruby, parce que Ruby de Matsumoto, euh, en fait, il est arrivé à sa position actuelle. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un framework qui s'appelle Ruby on Rails, donc absolument étonnant, très bien conçu. Et comme il a été écrit en Ruby, on s'est intéressé à Ruby, on a vu que dans Ruby, eh bien, il y avait des choses qui étaient tout à fait passionnantes. La concurrence aussi, souvent ce qui se passe dans les équipes de développement, on regarde ce que font les concurrents et on dit tiens, ils utilisent tel truc. Alors si c'est le concurrent qui fait ça, a priori, c'est qu'il a un peu raison. Ouais, donc on a un peu tendance à vouloir regarder ce qu'il fait et copier ce qu'il fait. Alors que c'est pas juste de dire ça, mais c'est un peu le sentiment qui en ressort. Bon, la concurrence donc qui montre le chemin. Et puis aussi l'explication de réussite, c'est aussi avoir un peu de chance. Hein, et un concours de circonstances qui fait qu'on en parlera. Il y aura du bug, il y aura des articles, etc. Donc un peu de chance. Il y a des tas de langages qui sont des merveilles technologiques dont on ne parle pas aujourd'hui et que personne ne connaît. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu donc cette chance. Alors, je vous montre ici quelques exemples donc de langage, on va dire nouveaux. Alors, j'ai déjà eu l'occasion aussi de me présenter cela. Elixir, par exemple, c'est pour le temps réel. Donc, pour des applications qui sont fortement évolutives, il est compilé en un bytecode qui ressemble un petit peu donc à du Java, et il s'exécute dans une machine virtuelle particulière qui n'est pas la machine virtuelle Java, mais qui est la machine Erlang. Alors, une syntaxe qui est claire, il est assez simple, il faut dire la vérité. Bon, il dérive directement de Ruby, donc a priori, pour moi, en tout cas, il a déjà une grosse qualité. Hein. C'est un langage fonctionnel, donc on ne peut pas le comparer donc, directement avec des langages objets, c'est autre chose. Il est dynamique, hein, dynamique par rapport à statique, hein, et il est très adapté aux applications concurrentes. C'est un bon langage. Alors déjà, Elixir, il a déjà franchi quand même des étapes. Vous avez Crystal pour des applications web performantes, un petit peu le précaré de, on va dire, de Node. Hein. Lui aussi est dérivé de Ruby. Proximité avec la boîte à outils LLVM, c'est-à-dire une machine virtuelle donc de bas niveau
Donc, c'est une manière, on va dire, d'accélérer les applications donc web, hein, avec un principe donc du non nullable, de pas possible d'avoir du nul, un concept qui s'appelle le concept de fibre. Donc, qui sont en fait des unités de traitement des threads qui sont très légers, hein, avec un très bon système de macros, et qui est orienté lui aussi vers les traitements concurrents. Vous avez ELM qui s'oppose donc à JavaScript, mais qui lui aussi génère du JavaScript donc à la compilation. C'est donc un transpiler. C'est fait pour les interfaces web clients. Vous avez Pony donc pour des applications asynchrones très concurrentes, mais centaines de milliers de sollicitations concurrentes, avec un modèle acteur. C'est-à-dire que c'est la différence entre le modèle acteur et le modèle concurrent habituel, c'est que le modèle concurrent utilise des verrous. Lorsque un thread s'exécute, il bloque l'accès, par exemple, à une donnée. Là, ça ne marche pas comme ça parce que le modèle acteur n'est pas fondé de la même manière. Il exploite donc ce modèle-là, qui d'ailleurs n'est pas nouveau, hein. Le modèle acteur, il a déjà au moins 20 ans. Très bonne sécurité également dans l'accès donc aux objets. Il est typé statiquement, donc à la compilation. On décrit donc le type des données, hein, contrairement donc à Python. Il est sûr, il est rapide donc et précis. Et je vous en ai mis donc 4 autres, hein, ici. Vous avez Bend, là encore, cette fois-ci, c'est pour la sollicitation à haut volume pour les GPU, donc les processeurs graphiques. Beaucoup de rappels de Python, histoire de ne pas effrayer donc la communauté. Vous avez Mojo. Ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle peuvent regarder ça de près. Hein, donc, il est dédié à ça. Hein. C'est un surensemble de Python, hein, qui améliore ses performances. Hein. Je disais tout à l'heure que Python, c'est pas forcément sa meilleure qualité, hein, les performances. Et surtout, il permet de s'appuyer sur ce qu'on appelle des accélérateurs en Python. Hein, permettent d'accélérer donc du code, hein, permettent d'accélérer donc le code Python. Vous avez Pitato, vous avez PyCell, Numba, etc. Et puis, il a des fonctions de programmation système. Hein, la métaprogrammation donc à la compilation. Je vous ai mis ici donc l'explication. Donc, en fait, la métaprogrammation, c'est la manipulation de données qui elles-mêmes décrivent des programmes. Bon. Vous avez Zig, qui est un langage système également, qui est très simple, en tout cas plus simple en réputation que Rust. Hein. Il est compilé, il est typé statiquement, très robuste et facile à maintenir. Il prend en charge les fameux génériques, hein, qui sont l'un des grands domaines d'évolution d'aujourd'hui du codage, la réflexion à la compilation, hein, donc la capacité d'un programmeur, on va dire, à examiner et éventuellement à modifier ses propres structures internes de haut niveau, hein, c'est la réflexion, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et la fameuse compilation croisée, qui est un processus de création de code exécutable pour une plateforme autre que celle sur laquelle vous développez. C'est donc avec beaucoup de fonctionnalités donc de codage de bas niveau. Très intéressant, Zig. Alors, il y a une communauté maintenant importante, hein, autour de Zig. Vous avez Reason également. Alors lui, c'est un transpiler donc JavaScript, donc il génère donc du JavaScript, mais aussi on peut le travailler avec lui d'une manière standard, avec un compilateur sans générer du JavaScript. Alors ça ressemble un peu à du JavaScript, hein, mais avec des rappels de C, et puis surtout le même système de type qu'un autre langage qui est OCaml. Et il en résulte quoi? Ben, vous avez un code qui est robuste et fiable. Voilà 8 langages qui peuvent vous intéresser, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Vous avez Nickel pour faire des fichiers de configuration, vous avez Cobra pour le machine learning, pour des non-spécialistes, vous avez Frink pour traiter des problèmes donc, de description. Alors c'est très, très bizarre, Frink. C'est un langage qui a été créé uniquement pour traiter un problème. Le problème que pourrait poser une description des nombres entiers et des nombres en virgule flottante. C'est uniquement pour ça. Mais bon, vous avez Faust pour le traitement donc, du son, vous avez Glycol, qui est un autre langage de programmation musicale, hein, et vous avez Grain, ou Grain, un langage fonctionnel, un petit peu un mélange, on va dire, entre ce que permet JavaScript et puis un peu de machine learning, hein, qui est compilé en WebAssembly, qui est donc l'assembleur, on va dire, du web. Voilà quelques exemples, vous voyez, donc j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Hein. Bon, maintenant, pour terminer donc ma présentation, les précautions à prendre si vous vous lancez dans des langages nouveaux. Hein. Il y a des risques. Hein. D'abord, un risque d'inadéquation avec les équipes en place.
Si vous adoptez un nouveau langage, peut-être que ça ne marchera pas avec votre équipe. Si vous avez des gens qui ont fait du COBOL depuis 30 ans, ce n'est pas la peine de leur demander de se précipiter dans le fonctionnel. Il faut bien discerner également les vrais, autour de ces langages nouveaux, hein, les vrais langages industriels, on va dire, par rapport à des langages universitaires, qui sont en fait des projets d'écriture de compilateurs. Il faut s'assurer que le langage répond à un vrai besoin d'entreprise et non pas à une lubie de chef de projet. D'accord? Il faut contrôler la dépendance. Donc, pour les solutions propriétaires, s'assurer que le compilateur ne comporte pas, on va dire, d'extensions incompatibles et bloquantes, ce qui arrive très souvent. Des solutions open source et vérifier que vous avez bien une communauté active. Vous devez prévoir un essai sérieux sur une application test représentative avec une équipe interne et sans aide des prestataires externes. Ce ne sera pas uniquement un POC. Et il faut donc faire superviser cet essai par un utilisateur et non pas par un informaticien, de mon point de vue. Avant de valider un nouveau langage, vous devez prévoir des cycles de formation complets et vous devez accompagner au changement donc, sur les premiers projets. Bon. Par contre, là, on se fera aider donc par des experts. Et méfiez-vous donc des gourous, bien entendu. Et puis une dernière chose, donc la fonction codage qui, de mon point de vue, donc va finir par disparaître. Ma conclusion, mais j'avais commencé avec ça. La fonction codage ne se justifie pas dans les entreprises, sauf cas exceptionnels. Aujourd'hui, ce qui est quand même anormal, c'est le développeur qui doit s'adapter au compilateur et à la machine, alors que ça devrait être l'inverse, que je sache. Dans le futur, on prendra de plus en plus de hauteur, avec des présentations abstraites des traitements à effectuer. On finira un jour quand même par apprivoiser les langages de modélisation et les pseudocodes. Il y a même des standards de pseudocodes aujourd'hui. Et la course aux performances deviendra secondaire, tant les ressources machines, les capacités des réseaux vont devenir extraordinaires, qui gommeront finalement les dérives. Autrefois, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, on a tellement de capacités, tant de mémoire, tant de bandes passantes que, bon, c'est vraiment pas un problème. Et puis, ça va continuer encore, ça. Moi, je compare ça un petit peu, si vous voulez, la position du développeur de demain avec le pilotage automatique dans un avion. Un plan de vol, donc, vous calez votre pilotage automatique sur le plan de vol, c'est pas du détail. Un plan de vol, c'est on va aller à telle heure, on va à tel endroit, on va descendre, on va faire ceci et cela, on doit atterrir ici, on reste là 1 heure, un plan de vol. Et donc, le véritable plan de vol, lui, c'est pas le commandant de bord qui va le faire, il va être généré, le détail va être généré. Et donc, il ne faut pas aller trop loin. Chacun son métier. Nous, on a des caractéristiques qui sont celles de notre métier, pétrolier, pharmacien, mais on n'est pas là, en tant qu'entreprise, pour faire du développement. Et donc, la DSI, le directeur donc, du TI, étant appelé donc, à disparaître, le dialogue se fera entre les usagers et les prestataires. Regardez que les voitures, quand vous tombez en panne, vous vous adressez directement au garage, mais pas à votre, sauf entreprise de très riche, à un mécanicien à demeure dans votre entreprise. Vous adressez donc à un prestataire externe. Bon, et puis je pense qu'il y aura certainement toujours des fans qui vont s'amuser à programmer. Je dis, on est un peu fou dans ce métier, mais je suis certain que on va dire le codage, mais pas la conception, le codage va disparaître progressivement du périmètre donc de la DSI, de la direction du TI. On va dire, on est en 2024, on va dire que, allez, en 2040, dire demain matin, on n'aura pratiquement plus de développeurs à demeure. Vous voyez? Et je pense qu'il ne faut pas s'en étonner, ne pas en avoir peur de la même manière qu'il n'y a plus de locomotives à vapeur et donc plus de besoin pour mettre de l'eau dans les réservoirs. Le monde change, le monde évolue, donc il va falloir s'accrocher à ça, faire attention à ça. La seule chose, c'est qu'il faut prendre des bonnes décisions et prendre de bonnes dispositions maintenant. Et prévoir donc l'avenir, ce qui va être donc le rôle des ressources humaines.
Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Donc, la semaine prochaine, alors, la semaine prochaine, ça va être un monde complètement différent. On va parler de l'argent. Et plutôt l'argent, la monnaie, vue du côté du TI. Il y a une mutation qui se fait actuellement, pas seulement d'ailleurs avec les monnaies cryptographiques, mais assez extraordinaire. Vous allez voir, ça va être passionnant. Et nous ferons donc le 18 octobre prochain. Nous allons présenter donc ce webinaire qu'on a été obligé de décaler, qui est celui sur les LLM, donc les grands modèles de langage ou grands modèles linguistiques, si vous préférez, et les transformeurs. Donc, c'est un sujet qui est fondamental actuellement. Donc, ça sera donc le 18 octobre. Voilà donc ce qui vous attend. Voilà ce que je voulais donc vous dire aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça vous a intéressé. Manifestement, vous êtes toujours là, donc ça doit être le cas. N'hésitez pas donc à m'envoyer un message si vous voulez une précision, si vous n'êtes pas d'accord avec telle et telle chose. Vous trouverez cette présentation sur notre site demain, hein, vers 13h, 14h, comme toutes les 101 autres présentations, webinaires que nous avons faites, elles sont toutes sur notre site. Et la grande majorité se trouve sur notre, sous forme de podcast, donc sur YouTube. Merci infiniment, chers amis. Je vous souhaite bon courage avec les nouveaux langages, hein, et rappelez-vous, on est un peu fou.